Bienvenue dans Sombre Chronique, votre rendez-vous hebdomadaire pour plonger au cœur des mystères et des affaires criminelles les plus troublantes de l'histoire. Cette semaine, nous vous emmenons à Boston, au début des années 1970, où la ville a été plongée dans la terreur par un tueur insaisissable. Un tueur en série qui a laissé la police et les enquêteurs désemparés pendant des années. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire de l'éventreur de Boston, une affaire où l'horreur et le suspense se mêlent à la réalité glaçante des faits. Préparez-vous à frissonner dans cet épisode, l'éventreur de Boston. En plein cœur des années 1970, Boston se transformait en une ville aux rues désertes dès la tombée de la nuit. Ce n'était pas un simple phénomène de société, ni une tendance passagère, mais la conséquence directe de la terreur qui régnait en ville. Tout avait commencé en 1970, lorsque le corps mutilé de Linda Myers, une jeune femme de 27 ans, fut retrouvé dans un parc de South End. Ce qui s'apparentait d'abord à un crime isolé allait marquer le début d'une série d'homicides effroyables. L'éventreur de Boston, comme le surnomma rapidement la presse, frappait à l'aveugle, mais avec une précision presque chirurgicale. Ses victimes étaient toujours des femmes, âgées de 20 à 35 ans, généralement seules chez elles ou dans des endroits peu fréquentés. Chacune d'entre elles avait été poignardée à plusieurs reprises, mais c'est l'étranglement qui était la cause du décès. Le tueur utilisait un lien trouvé sur place pour accomplir ses forfaits, ceinture, cordon de rideau, tout objet pouvant servir de garrot. Ce qui terrifiait le plus les habitants et la police, c'était l'absence totale de pistes. Aucun témoin, aucun bruit suspect entendu par les voisins, aucune empreinte identifiable. La ville vivait dans la peur d'un tueur invisible, et personne ne semblait en mesure de l'arrêter. Le 15 octobre 1970, une nuit froide et humide s'abat sur Boston. La pluie tombe sans relâche, créant une atmosphère lugubre et pesante. Dans la grisaille d'un automne déjà bien avancé, Sarah Whitmore, une étudiante en littérature de 22 ans, rentre chez elle après une longue journée de cours. Elle serre ses livres contre elle, cherchant un peu de chaleur dans cette nuit glaciale. Il est près de 20 heures et le quartier de South End est presque désert. Les rares passants se hâtent de rentrer chez eux, laissant les rues vides et silencieuses. Le vent souffle à travers les bâtiments de briques, rendant l'air encore plus glacial. Les feuilles mortes tourbillonnent dans les ruelles sombres, ajoutant une touche de mystère à cette nuit déjà inquiétante. Sarah est une jeune femme vive et ambitieuse. Malgré les difficultés, elle garde toujours le sourire et une lueur d'espoir dans les yeux. Passionnée par la poésie romantique, elle rêve de devenir écrivaine. Ses cahiers sont remplis de poèmes et de récits qu'elle espère un jour publier. Depuis son arrivée à Boston, elle a réussi à s'adapter à la vie citadine. Elle aime se perdre dans les rues animées, découvrir de nouveaux cafés et s'inspirer de l'effervescence de la ville. Ce soir-là, alors qu'elle marche seule, elle ne se doute pas que sa vie va basculer. Elle pense à ses projets d'avenir, à ses rêves, sans se douter du danger qui la guette. Au coin d'une ruelle sombre, Sarah ressent soudain une présence derrière elle. Son cœur s'accélère, mais elle se dit que ce n'est rien, juste une impression passagère. Un frisson la parcourt, mais elle chasse cette sensation, convaincue que c'est son imagination qui lui joue des tours. Elle jette un coup d'œil par-dessus son épaule, mais ne voit rien d'anormal. Elle continue son chemin, accélère le pas, mais une ombre la suit silencieusement. Le bruit de ses pas résonne dans la nuit, se mêlant à celui de la pluie. En un instant, tout bascule. Une silhouette surgit de l'obscurité, rapide et déterminée. Une main surgit de l'obscurité et la saisit par derrière. Sarah tente de se débattre, mais la poigne est trop forte. Avant même qu'elle ne puisse crier, elle est projetée au sol avec une violence inouïe. La douleur la submerge, mais elle n'a pas le temps de réagir. Le tueur ne perd pas de temps. Il se penche sur elle, son visage caché dans l'ombre. Il la poignarde à plusieurs reprises, dans un silence froid et méthodique. Chaque coup est précis, implacable. Le lendemain matin, le corps mutilé de Sarah est découvert par un passant. La scène est macabre, insoutenable. Elle a été poignardée plus de 20 fois. Les enquêteurs sont horrifiés par la brutalité de l'attaque. Mais ce qui choque les enquêteurs, c'est la mise en scène du corps. Ses bras sont disposés en croix, son visage tourné vers le ciel, les yeux grands ouverts, figé dans une expression de terreur absolue. Cette nuit de terreur restera gravée dans les mémoires, un rappel cruel de la fragilité de la vie.
Dès la découverte du corps, l'affaire devient une priorité pour la police de Boston. La scène est rapidement bouclée et les agents s'affairent à sécuriser chaque recoin, espérant préserver le moindre indice. Les enquêteurs, dirigés par le détective Frank McKenzie, un vétéran respecté du département de police, commencent immédiatement à fouiller la scène de crime. McKenzie, connu pour son œil de lynx et son instinct infaillible, sait que chaque seconde compte. Malheureusement, il ne trouve aucun indice exploitable. Pas de traces de pas, pas de fibres, rien qui puisse les mener à un suspect. La scène est étrangement propre, comme si le tueur avait méticuleusement effacé toute trace de son passage. L'autopsie révèle que l'arme du crime est un couteau de chasse, mais là encore, cela ne les avance guère. Ce genre d'arme est trop répandu. Le médecin légiste note cependant la précision des coups, indiquant que le tueur pourrait avoir une certaine expérience ou formation. Mackenzie, un homme méthodique et perspicace, sent que cette affaire sera différente. Il passe en revue chaque détail, cherchant des motifs ou des indices cachés. Il y a quelque chose d'étrange dans la mise en scène du crime. Pourquoi disposer le corps de cette manière? Pourquoi cette violence excessive? Les questions se multiplient, mais les réponses se font attendre. Le tueur semble avoir un message à faire passer, mais lequel? Les premiers interrogatoires commencent. Les enquêteurs espèrent que quelqu'un a vu ou entendu quelque chose d'inhabituel. Les proches de Sarah sont sous le choc. C'était une jeune femme sans histoire, aimée de tous, et personne ne comprend pourquoi elle a été ciblée. La douleur et l'incompréhension se lisent sur tous les visages. Ses amis, ses professeurs, ses camarades de classe, tous sont interrogés, mais aucun indice ne permet d'orienter l'enquête dans une direction précise. Les enquêteurs peinent à trouver un mobile ou un suspect potentiel. Les médias, eux, commencent à s'emparer de l'affaire. Les journalistes affluent, cherchant à obtenir la moindre information, souvent au détriment de la discrétion nécessaire à l'enquête. Les journalistes parlent d'un crime rituel, alimentant les spéculations et la peur parmi la population. Les gros titres font sensation, mais ajoutent à la confusion générale. Boston, une ville jusque-là relativement paisible, est plongée dans la terreur. Les habitants, inquiets, se demandent si un tueur en série rôde dans leurs rues. La tension monte et la pression sur les enquêteurs est à son comble. Le 30 octobre 1970, à peine 2 semaines après le meurtre de Sarah Whitmore, une nouvelle tragédie frappe la ville. Jessica Klein, une avocate de 28 ans, est retrouvée morte dans son appartement du quartier chic de Beacon Hill. Comme Sarah, elle a été poignardée à plusieurs reprises et son corps a été soigneusement mis en scène. Cette fois, le tueur a franchi un nouveau cap. Non seulement il a poignardé Jessica, mais il l'a aussi étranglée avec une corde, laissant des marques profondes autour de son cou. Le mode opératoire est clairement similaire à celui de Sarah, mais l'ajout de la strangulation intrigue les enquêteurs. Est-ce le même tueur ou s'agit-il d'un imitateur? L'enquête piétine malgré l'acharnement de Mackenzie et de son équipe. Ils savent ce qu'ils ont affaire à un tueur en série, mais sans indice tangible, ils sont démunis. Les médias, eux, se déchaînent. L'éventreur de Boston est né. Les gros titres parlent de terreur dans les rues et de chasse à l'homme. La panique commence à gagner les habitants. Au fil des jours, l'angoisse devient palpable dans les rues de Boston. Les habitants adoptent des mesures de précaution. Les femmes, en particulier, évitent de sortir seules la nuit. Les ventes de pistolets paralysants et de systèmes de sécurité explosent. La police, elle, intensifie ses patrouilles. Mais le tueur semble insaisissable. Le 12 novembre 1970, une troisième victime est retrouvée dans une ruelle du quartier de Back Bay. Claire Thompson, une infirmière de 23 ans, a été poignardée et étranglée, exactement comme les 2 premières victimes. Cette fois, l'horreur atteint son paroxysme. Le tueur a laissé un message écrit avec le sang de Claire sur le mur derrière elle. « Vous ne m'attraperez jamais ». Pour Mackenzie et son équipe, c'est un coup de massue. Non seulement le tueur nargue la police, mais il semble devenir de plus en plus audacieux. Le message laisse supposer qu'il prend du plaisir à échapper aux forces de l'ordre. Et pire encore, il laisse entendre qu'il frappera à nouveau. Avec 3 victimes en l'espace d'1 mois, la police de Boston décide de faire appel au FBI pour dresser un profil psychologique du tueur. L'agent spécial, Robert Kessler,
expert en criminologie, est envoyé sur place. Son analyse est inquiétante. Le tueur est probablement un homme d'une trentaine d'années, extrêmement intelligent et méthodique. Il choisit ses victimes avec soin, des jeunes femmes seules, vulnérables, et il prend le temps de les suivre avant de passer à l'acte. Kessler émet l'hypothèse que le tueur ressent un profond mépris pour ses victimes, peut-être en raison d'une expérience traumatisante liée à une femme dans son passé. Il se pourrait qu'il ait grandi dans un environnement violent, ou qu'il ait été rejeté par une figure féminine importante, comme sa mère. Malgré cette analyse, la police reste impuissante. Chaque piste qu'ils explorent mène à une impasse. Chaque personne interrogée est un cul-de-sac. Le tueur semble être un fantôme, un homme sans visage qui frappe dans l'ombre. Le 5 février 1971, après une période de calme, le tueur frappe à nouveau. Megan O'Leary, une jeune journaliste de 24 ans, est retrouvée morte dans un parc public, poignardée et étranglée. Cette fois, cependant, le tueur laisse derrière lui une nouvelle énigme. Des traces de terre sur les chaussures de Megan, qui ne correspondent pas au parc où elle a été retrouvée. Cela laisse supposer qu'elle a été tuée ailleurs, puis déplacée. Les enquêteurs sont perplexes. Pourquoi ce changement de modus operandi? Le tueur prend-il plus de risques? Ou bien cherche-t-il à brouiller les pistes? Une chose est certaine, il devient de plus en plus audacieux, et cela terrifie la ville. Le 15 mars 1971, un événement inattendu relance l'enquête. Emily Walker, une jeune femme de 26 ans, parvient à échapper de justesse à une tentative d'agression. En état de choc, elle parvient tout de même à fournir une description précise de son agresseur. Un homme d'une trentaine d'années, les cheveux bruns, avec un tatouage visible sur l'avant-bras gauche. C'est la première fois que la police reçoit une description aussi détaillée. Un portrait robot est rapidement diffusé dans toute la ville, et une véritable chasse à l'homme commence. La ville est en alerte maximale. La description fournie par Emily donne enfin une piste tangible aux enquêteurs, mais le tueur reste insaisissable. Quelques jours après la diffusion du portrait robot, un homme correspondant à la description est arrêté dans un bar de South End. Son nom est Richard Malone, un vétéran de la guerre du Vietnam, marqué par des années de combat. Il porte effectivement un tatouage sur l'avant-bras gauche et correspond physiquement au profil. Cependant, dès son arrestation, Malone nie en bloc toute implication dans les meurtres. Les policiers sont divisés. Malone a un casier judiciaire, notamment pour violences domestiques, et semble correspondre au profil psychologique dressé par le FBI. Cependant, lors des interrogatoires, il semble coopératif et affirme avoir un alibi solide pour les soirs des meurtres. Il était dans un centre pour anciens combattants, cherchant à gérer son stress post-traumatique. Les enquêteurs tentent de corroborer ses déclarations. Après plusieurs jours de vérification, il s'avère que Malone dit la vérité. Les preuves matérielles manquent pour l'inculper. Malgré les soupçons, il est relâché sous la pression de son avocat et d'une opinion publique divisée. Après l'arrestation et la libération de Malone, les meurtres cessent brutalement. Pendant plusieurs mois, la ville de Boston retient son souffle. La police redouble d'efforts pour surveiller les moindres mouvements. Les citoyens sont sur leur garde, mais l'éventreur semble s'être volatilisé. Les enquêteurs se demandent si l'arrestation de Malone l'a dissuadé de poursuivre ses crimes ou s'il a simplement quitté la ville. Mais le calme n'est que temporaire. Le 2 septembre 1971, une cinquième victime est retrouvée dans un entrepôt abandonné à Roxbury. Lisa Garrett, une étudiante en médecine, a été poignardée et étranglée de la même manière que les précédentes victimes. Cependant, cette fois, un élément nouveau s'ajoute. Le tueur a laissé derrière lui une bague appartenant à Sarah Whitmore, la toute première victime. C'est un choc pour les enquêteurs. Cette bague, qui n'avait jamais été retrouvée lors de l'autopsie, semble indiquer que le tueur conserve des souvenirs de ses crimes. Cette découverte bouleverse l'enquête. Le tueur est non seulement méticuleux, mais il semble également se délecter de son pouvoir sur la police et les médias. Le message est clair, il contrôle le jeu. Les garous. En novembre 1971, un homme se présente de lui-même au poste de police de Boston, prétendant être l'éventreur. Il s'agit d'un certain Howard Bates, un homme d'une cinquantaine d'années,
chauffeur de taxi de profession. Bates raconte en détail les meurtres et affirme qu'il était le responsable. Cependant, ses déclarations sont incohérentes et il semble confondre les dates et les lieux. Après plusieurs heures d'interrogatoire, il devient évident que Bates n'est pas le tueur, mais un déséquilibré cherchant à attirer l'attention. Cette fausse confession ralentit l'enquête, frustrant encore davantage les enquêteurs. Le véritable tueur est toujours en liberté, et la pression sur la police continue de monter. Les médias spéculent sur l'incompétence des forces de l'ordre, tandis que les citoyens de Boston perdent peu à peu confiance en leur sécurité. En janvier 1972, le FBI propose une nouvelle stratégie, tendre un piège au tueur en utilisant un leurre. Cette approche audacieuse vise à attirer le tueur en série qui a terrorisé Boston pendant des mois. Il recrute une agente sous couverture, Sarah Harris, pour se faire passer pour une potentielle victime. Harris, une jeune recrue talentueuse, est choisie pour son courage et sa capacité à rester calme sous pression. Harris, une femme jeune et séduisante, est chargée de fréquenter les quartiers où les meurtres ont eu lieu, espérant attirer l'attention du tueur. Elle se fond dans la foule, adoptant les habitudes des résidents locaux pour ne pas éveiller les soupçons. Pendant plusieurs semaines, Harris joue son rôle à la perfection, arpentant les rues sombres de Boston sous la surveillance discrète de plusieurs agents du FBI. Chaque soir, elle suit une routine minutieusement planifiée, espérant que le tueur mordra à l'hameçon. Mais rien ne se passe. Les nuits passent et le tueur reste introuvable, comme s'il avait disparu sans laisser de traces. Le tueur semble s'être évaporé. Les agents commencent à douter de leur stratégie, se demandant s'ils ont fait une erreur. Puis, le 22 février 1972, alors qu'Harris marche seule dans une ruelle, elle remarque une silhouette qui la suit de près. Son cœur bat plus fort, mais elle garde son sang-froid. Le plan se met en place. Les agents, qui ont suivi chaque mouvement de Harris, se préparent à intervenir à tout moment. Les agents du FBI, postés à quelques mètres, s'apprêtent à intervenir. Ils savent que chaque seconde compte et que la moindre erreur pourrait être fatale. Soudain, l'homme accélère le pas. Harris sent la tension monter, mais elle continue de marcher, essayant de ne pas montrer sa nervosité. Harris, nerveuse, continue de marcher en direction d'une impasse. Elle sait que c'est maintenant ou jamais. L'adrénaline monte, mais elle reste concentrée. Chaque pas la rapproche du moment décisif. L'homme se rapproche, puis, en un instant, il bondit sur elle, un couteau à la main. Harris se prépare à se défendre, mais elle sait que les agents sont tout près. C'est à ce moment précis que les agents du FBI surgissent et maîtrisent l'agresseur avant qu'il ne puisse frapper. L'homme est arrêté sur le champ. La tension se dissipe alors que les menottes se referment sur ses poignets. Il s'appelle Timothy Marsh, un homme sans antécédents criminels, mais correspondant parfaitement au profil dressé par le FBI. Les agents sont soulagés d'avoir enfin mis la main sur le suspect. Les agents découvrent chez lui des objets appartenant à plusieurs des victimes, y compris la fameuse bague de Sarah Whitmore. Cette découverte confirme leur succès et met fin à des mois de terreur à Boston. Le procès de Timothy Marsh débute en mai 1973 et attire l'attention de tout le pays. Les preuves sont accablantes, les objets retrouvés chez lui, les descriptions des témoins et surtout la tentative d'agression sur Sarah Harris. Marsh ne montre aucune émotion lors des audiences. Il reste stoïque, fixant droit devant lui, comme s'il était déconnecté de la réalité. Le verdict tombe en août 1973. Marsh est reconnu coupable des 5 meurtres et condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Mais malgré ce verdict, une question demeure. Pourquoi ? Pourquoi Timothy Marsh, un homme sans histoire, est-il devenu l'éventreur de Boston ? Les psychologues tentent de percer son mystère, mais Marsh refuse de parler. Le mystère restera à jamais irrésolu. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sombre Chronique. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast avec vos proches. Retrouvez-nous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et souvenez-vous, parfois, la réalité dépasse la fiction.